Qu'il a un peu mis sur la carte, C'est mais vrai. c'est pas un très bon film. C'est un film très naze qui a vieilli, mais T'es dur. Ah, c'est super naze, gars. Qui a vieilli comme du lait. Leonardo DiCaprio, qui nous revient en ce mercredi 24 septembre Oui. de l'an de grâce 2025, qui nous revient avec un réalisateur pas trop mauvais, qui s'appelle Paul Thomas Anderson. Ouais. Première collaboration. Première collaboration, et le film s'appelle Une bataille après l'autre. Ouais. Donc c'est l'un des films, je pense, les plus attendus de cette rentrée cinéma et potentiellement de cette année d'ailleurs. Oui. Le combo Paul Thomas Anderson et DiCaprio, c'est assez attendu. Pas mal, a priori. Ouais. Et du coup, on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de regarder la carrière de Leonardo DiCaprio, qui a une carrière pas trop mal. Ouais. Il collectionne les grands réalisateurs. Là, avec Paul Thomas Anderson, je pense que c'est bon, il a fait la collection. Ouais, il lui manque plus beaucoup de gens. Bon, petite carrière. Il n'a pas beaucoup gagné d'Oscar quand même. Hein. Il a essayé, en tout cas. Il a beaucoup essayé. Essayez un peu plus fort, Léo. Écoute, voilà. Mais il a fini par l'avoir. Il a même taux de réussite que Pacino quasiment. Donc bon. C'est vrai. Mais donc voilà, c'est l'occasion pour nous de revenir sur la carrière d'un grand acteur qui a sûrement encore beaucoup d'années de carrière devant lui, mais qui déjà à 50 ans a eu de grands rôles avec de grands réalisateurs donc. Et donc voilà, on va faire un petit top 5 de ses meilleurs rôles, en tout cas des rôles que nous on préfère, autant toi Yous que moi, sachant que comme d'habitude on ne se tient pas au courant de nos tops, donc on va les découvrir ensemble. Oui. J'ai connu DiCaprio, enfin je l'ai vu à l'écran pour la première fois, c'était dans les années 90 et c'était dans une série qui s'appelait Notre Belle Famille. C'était un nom italien, j'avais un peu retenu, et après on a vu ce qu'il est devenu. Après, il est devenu un peu assez connu. Moi, c'est Titanic, hein, comme beaucoup de gens qui ont grandi dans les années 90. C'est avec ça que j'ai découvert. Roméo plus Juliette. Oui, un peu avant, c'est que ça a été son premier. Il se fait remarquer avant avec quelques films, mais c'était un peu son premier succès commercial, Roméo plus Juliette. Exactement. Puis après Titanic, ça a été l'explosion, l'inondation. Pas mal. On est drôle chez Cinéphage. Je pense que honnêtement, on a oublié parce que c'est devenu tellement un acteur à part entière depuis. Enfin, non, part entière. C'est tellement devenu un acteur de prestige qui tourne avec les plus grands qu'on a oublié qu'en 98, le mec c'était un phénomène. Oui. Du coup, 97, 98, il est sorti en 98 en France, 97 un peu aux États-Unis, aux US. 98, tu pouvais pas aller dans un marchand de journaux, dans une librairie sans voir. Tu te souviens, de façon années 90, là, les photos, les images, les fascicules à collectionner, machin, le mec il était partout. Il était partout. C'était pré-internet, pré-réseaux sociaux. Global. Et donc voilà, depuis, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Donc là, on montre un peu quel âge on a. Mais sinon, depuis, il a quand même géré sa carrière de façon quand même assez incroyable. C'est vrai. C'est que le mec a le talent, mais il a aussi fait des choix quand même assez très couillus. Après Titanic, il a pas beaucoup tourné. Il a fait La Plage, qui était un demi-succès. Entre les deux, il a fait un film que tout le monde a oublié, je pense, L'homme au masque de fer. Je l'avais en VHS. gros nanar. Là, on est sur du gros nanar. Ah oui, là, c'est un naufrage pour le coup. On est sur du nanar hollywoodien avec casting de stars à foison. Mais le film est complètement à chier. C'est vrai, quand on regarde le casting, on se dit comment on a pu faire une bouse comme ça avec des acteurs aussi incroyables. C'est possible. Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich, DiCaprio. Ouais. On s'égare un peu, mais donc voilà. Donc le gars a géré sa carrière de façon exemplaire. Aujourd'hui, je pense que quand les gens parlent des 2-3 meilleurs acteurs au monde, très vite son nom arrive. Ouais. Dans sa génération, clairement. Ouais. À côté des Christian Bale, Gyllenhaal peut-être, Joaquin Phoenix et consorts, chez les hommes en tout cas. Et donc voilà, donc l'occasion pour nous de revenir sur sa carrière, petit top 5 personnel. Et ayant dit tout ça, est-ce qu'on commencerait pas, comme d'habitude, par une petite mention honorable ? Ouais. En mention honorable, j'ai mis Les Noces rebelles. Donc c'est le premier film qui tourne avec Kate Winslet depuis le Titanic, sorti en 2008, si je me souviens. Non, il y a 11 ans d'écart. 2008, 2009 à cheval. 2009, donc en gros, c'est comme si les personnages du Titanic avaient survécu et s'étaient mariés pour aller vivre dans une banlieue américaine. Film réalisé par Sam Mendes, qui était le mari de Kate Winslet à l'époque. Le tournage a bien dû être très compliqué. Un peu gênant par moment quand même, ouais. vu les scènes.
Et donc c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une banlieue aisée américaine. C'est un drame très intimiste. C'est vraiment l'histoire d'un couple. Il y a Michael Shannon aussi qui a été révélé par ce film, qui a eu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. Donc c'est vraiment ce drame intimiste, ce couple qui est en train de se délier parce qu'il est pris par le quotidien, parce qu'il est pris par il rêve depuis toujours d'aller vivre à Paris, mais la vie en fait les rattrape et leur fait comprendre en fait que on peut faire autant de plans qu'on veut. Ça ne se réalisera certainement jamais si jamais on ne travaille pas dessus. Et c'est un film poignant. Et je l'ai mis en mention honorable parce que DiCaprio, dans ce film-là, se lâche complètement. Il y a des scènes de colère qui m'ont marqué, c'est assez incroyable. Je trouve que dans ce film-là, autant Titanic, de toute façon il a toujours fait plus jeune qu'elle, mais autant Titanic, je trouve qu'ils sont au même niveau, tu vois, ils vont bien. Mais autant là, je trouve que dans ce film-là, elle est un poil, elle est au-dessus en termes de profondeur de jeu, d'intensité, je sais pas comment dire. Je pense que son personnage est peut-être mieux écrit, mais je suis d'accord avec toi, DiCaprio est aussi très bon. Il y a des scènes, la scène de fin, quand il y a un truc qui se passe et que DiCaprio réagit à ça. Dur. Mais ouais, non, bon film et bonne mention. Ouais. Super. Moi, de mon côté, j'ai mis une petite mention qui s'appelle The Revenant. Tu le mets en mention. Je le mets en mention. Ok. Je le mets en mention parce que. Alors, The Revenant, donc, il raconte l'histoire de Hugh Glass, un trappeur, l'un des pionniers américains dans les années. Alors, on est dans fin des années 1800. Ouais. Il me semble, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là, faudrait vérifier. Donc c'est des gars qui sont à la recherche d'établir des campements, trouver de l'or, établir les premiers Américains. Et ça se passe dans le nord du pays, partant froid, donc ça se passe l'hiver. Ouais. Et donc le climat rude, qui est vraiment quasiment un personnage du film aussi à part entière. Oui. Ce climat, cette menace constante de la nature. Et DiCaprio qui va chercher à se venger pendant ce film, on ne va pas dire pourquoi. Mais c'est une histoire de vengeance assez classique en fait. On est dans une sorte de western crépusculaire un peu classique dans le fond. La forme est intéressante. Le personnage joué par le froid, par la nature en fait. Ouais. C'est l'homme contre la nature et l'homme contre l'homme. C'est un mec qui est en quête de vengeance mais qui en même temps doit se battre contre la nature qui est impitoyable. Ouais. Il a dû se marrer, genre se mettre dans l'eau glaciale, manger des foies de bison crus, apprendre à faire du feu. Enfin, c'était en gros stage. C'est Man vs Wild. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle le gars là, Jamie, pas Crockett, merde, Davy Crockett. Davy Crockett. Ouais. Je te sors des références là, de l'espace. Bon, bref. Bref, on va revenir sur donc, le film. Pourquoi j'aime bien ce film et pourquoi ça rentre pas dans mon top 5 ? C'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense que le côté intéressant, c'est le côté métaphysique. C'est la beauté des paysages incroyables, la musique, j'aime beaucoup la musique. Oui. La trame, je trouve que dans le dernier acte, elle est un peu. Le taf était déjà fait, je pense. Ouais, tout se passe c'est un peu expédié à la fin. C'est expédié, exactement. C'est expédié à la fin parce que le taf est déjà fait. Ils se sont dit, ok, là, on a les scènes où Léo va avoir son Oscar. On a tout bien bossé. Donc, allez, on expédie la fin, comme ça. Donc voilà, effectivement, comme tu l'as dit, dans ce film est enfin le film de la délivrance pour DiCaprio. Donc, il a eu l'Oscar, il a été nommé et a eu l'Oscar. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'à la fin, le regard, tu sais, vers la caméra. Le plan, c'est pour l'Académie, ça. C'est limite pour l'Académie de dire c'est bon, là, je peux l'avoir mon Oscar maintenant. Non, c'est vrai, j'ai mangé du foie cru, les gars. J'ai bouffé du foie cru, je me suis allé dans l'eau par moins 30. Donnez-moi mon Oscar, s'il vous plaît. Donc, oui, il faut reconnaître pour la performance l'aspect physique incroyable. Ah oui. Ça va de soi. Tu vois le film, il fait tout. Je veux dire, ça, c'est quand même assez fort. En termes, plus de fond de jeu, il est beaucoup plus mutique. Il a quand même fait ça après Wolf of Wall Street. Ouais. Je veux dire, on est aux antipodes, quoi. Exactement, on passe d'un film très bavard à quasiment pas de dialogue. Donc voilà, c'est une performance quand même notable, qui sort un peu du lot pour l'aspect physique, l'aspect effort quand même, qui est quand même incroyable. Oui. Et en termes de tonalité qui est assez différente de ce qu'il a fait par le passé. Je pense que le mec, il a fait son film, il l'a produit aussi, avec Inarritu. Ils sont allés au bout de leur truc, ils ont fait un bon film, mais qui, pour moi, est en deçà un peu de ce qu'il nous a montré ailleurs. Ouais, je comprends. Donc voilà, The Revenant en petite mention honorable, et maintenant on va passer au top 5. Ouh. Chose sérieuse. Donc toi, en 5e position, qu'est-ce que tu as, monsieur DiCaprio ? En 5e position, j'ai Django Unchained. Ok. Ouais. Son premier et probablement seul rôle de méchant. Django Unchained, film de Tarantino avec Jamie Foxx, Samuel Jackson. C'est un rôle assez incroyable. Et donc DiCaprio.
Et DiCaprio donc, joue le rôle d'un propriétaire terrien qui a une plantation, qui a des esclaves, et dont Django, le personnage principal joué par Jamie Foxx, va confronter pour essayer de délivrer sa femme. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mon top 5 ? C'est parce que, en fait, DiCaprio, non seulement il est intense, etc., et pour moi, c'est le parfait anti-héros. Dans beaucoup de films, c'est pas vraiment le mec invincible, etc. Il y a de la vulnérabilité, etc. C'est vrai. Il joue ça comme personne, mais le méchant, putain, qu'est-ce qu'il est bon. C'est vrai qu'assez rapidement, tu dis, ah ouais, en fait, tout ce temps-là, tu savais faire ça, quoi. Exactement. Je m'attendais pas à voir DiCaprio jouer un méchant genre sadique. T'as l'impression que ça coule de source, que le mec sait le faire. C'est naturel. C'est étonnant. C'est naturel, c'est incroyable. C'est bluffant. Bon. Et il est intense, comme toujours. D'ailleurs, il y a cette séquence, cette scène où il casse un verre, il se coupe avec, il continue de jouer, et Tarantino continue de filmer. On sent vraiment que le mec mouille le maillot, comme on dit. Tu vois. Et son rôle dans ce film-là, il est juste incroyable. Avec Christopher Waltz, la conversation qu'il a avec Christopher Waltz à un moment quand ils sont à table, c'est du pur Tarantino, ok, c'est très bavard, etc. Mais les expressions, la façon de parler et tout... C'est de la joute verbale, c'est assez fort. C'est jouissif. Donc c'est un rôle assez fort qui sort de sa filmo, je suis d'accord, et je comprends où tu l'as mis. Excellent rôle, excellent film. Et ben moi, de mon côté, j'ai mis un film, je sais pas si tu vas en parler, ça m'étonnerait. Donc on va apporter un peu... C'est vrai que Django Unchained sorti en 2012. On parlait de Al Pacino dans l'autre vidéo qui a eu un début des années 70 incroyable. DiCaprio, 2004-2015, il fait une grosse décennie de malade mental. Il a tout fait. C'était vraiment l'époque où tu allais voir un film avec DiCaprio, c'était quasiment l'assurance que tu allais voir un très bon film. Oui, pas seulement un bon film, mais un très bon film. Avec l'exception Inception, mais on en reparlera une autre fois. Ouais, exact. Mais oui, donc moi, on fait un petit saut en arrière. Là, j'aimerais parler en 5e position de The Basketball Diaries. Ah, agréablement surpris. Ouais. Basketball Diaries, donc, qui est un film qui est encore adapté qui est techniquement un biopic. Comme j'ai l'impression que le top 5 est parsemé de biopics, il est quand même assez bon là-dedans. Donc il joue le rôle de Jim Carroll qui faisait du basketball donc à New York avec sa bande de potes, qui assez rapidement tombe dans la drogue, dans l'héroïne même, et qui écrit un peu son parcours. Et en fait le film est une adaptation de ses mémoires, de son journal mémoire, donc Basketball Diaries. Exactement. C'est vraiment un film qui raconte comment un jeune normal, plutôt prometteur, c'est très prometteur pour le basket. Les scènes de basket sont nulles dans ce film. Ah, complètement, ouais. Le film dans l'ensemble, il a beaucoup de qualité, il a des scènes fortes, mais ça a quand même une grosse odeur de téléfilm. Ouais. D'ailleurs, le réalisateur Scott Calvert a fait qu'un autre film après ça, et après il a arrêté ça, il s'est suicidé d'ailleurs malheureusement. Mais ce film-là a quand même beaucoup de qualité. Pourquoi je mets dans le top ? Parce que c'est un peu un point de sa carrière qu'on a oublié, c'est pré-Titanic. Il fait quand même pas mal de films avant Titanic. La performance n'est pas forcément notable dans l'ensemble, mais il y a surtout deux scènes qui sont incroyables pour un gamin. À l'époque, il avait 19 ans, il en fait 13 dans le film, il avait 19 ans. Ouais. Il y a une scène où il est tombé dans la drogue et il va chercher, c'est un junkie complètement, il est en manque, il va chercher du réconfort et de l'argent, surtout de l'argent d'ailleurs, auprès de sa mère, jouée par Lorraine Bracco. Et cette scène, Lorraine Bracco est bien, mais DiCaprio est deux échelons au-dessus. Il se met à pleurer et tout, il se met à dire maman j'ai mal et tout. C'est incroyable. Allez voir le film est difficilement trouvable. Il n'existe pas en streaming. Il y a beaucoup de scènes sur YouTube si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemblait. Alors, je pense que c'est le film qui a quand même montré le potentiel d'acteur de DiCaprio. C'est ce qui a un peu lancé sa carrière. Donc cette scène-là, donc avec Lorraine Bracco, mais aussi une scène. Moi, quand je pense une scène de Désintox, on pense beaucoup à Trainspotting forcément. Oui. Mais moi, dans ma tête, ce qui me vient en premier, c'est une scène. Ouais, c'est une scène de manque. Scène de manque, le DiCaprio rampe sur le sol. Ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 minutes. Mais en fait, pour cette scène et la scène avec sa mère, je mets ça dans le top parce que c'est déjà là qu'on voyait que le gars, au niveau dramatique, pouvait atteindre des sommets. Donc voilà, Basketball Diaries, regardez les scènes sur YouTube. En 5, je le mets pas au-dessus parce que le film ne mérite pas tant que ça. Et voilà, il y a d'autres performances très fortes, mais il faut quand même le mentionner. Oui, on est d'accord. Donc, 4e position du top 5, j'ai mis le Loup de Wall Street. Ok. Ouais, allez. Toi aussi ouais. Oh ouais, putain. Allez, très bien, monsieur. Vas-y, on va en parler ensemble.
Vas-y, moi aussi, j'ai mis en 4. ouais. Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, forcément. film de Scorsese, Forcément. avec DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, qui est juste dans le début du film, mais qui le marque complètement avant de se barrer. C'est un truc de dingue. Ouais. Donc l'histoire de l'ascension, c'est une histoire vraie de Jordan Belfort qui à la base était trader, qui commence un peu à monter les échelons, qui devient ultra riche en vendant des stocks toxiques en fait. Il tombe dans le crime financier à fond et on voit en fait il part en spirale du mec marié jeune etc. à un mec complètement qui prend toutes les drogues possibles et imaginables, qui fait la teuf tout le temps avec ses associés, avec des prostituées. C'est une histoire de fou. Il quitte sa femme pour une bimbo. Ensuite, il trompe la bimbo. Margot Robbie. Margot Robbie qui a été révélée par ce film-là dans tous les sens du terme. Avec une prestation qui est assez intéressante aussi. J'adore les scènes de dispute entre les deux parce que c'est assez fou. Donc, quand on parle du loup de Wall Street, les gens pensent aux scènes, par exemple, quand il sort de la voiture et qu'il rentre par terre. Mémorable, c'est incroyable, la scène des Quaaludes. Exactement, ça c'est. Mais moi, la première fois, j'étais plié de rire devant cette scène. Moi, je l'ai regardé au cinéma, je pleurais de rire. Et c'est quand même aussi le film, même si le film n'est pas une comédie. C'est drôle. C'est hyper drôle et c'est le film où on découvre les talents comiques de DiCaprio. Exactement. Ouais. La prestation est dingue. Jonah Hill, excellent en sidekick. Jonah Hill, incroyable. Ouais. Excellent en sidekick. Le film en soi, il dure 3 heures. Ouais, un peu long. Mais franchement, Scorsese, c'est du Scorsese. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas vu passer les 3 heures. Il y a certains passages qui ne rajoutent pas beaucoup à l'histoire. Voilà. Mais c'est vraiment, on regarde DiCaprio quoi. Comment dire, c'est le show DiCaprio. Mais complètement. C'est un rôle qui est tellement physique pour des raisons différentes de The Revenant qu'il a tourné donc encore une fois juste avant. Il parle fort, il crie, il saute, il danse comme un ouf. Il y a une scène de danse. Elle est dingue au mariage. C'est DiCaprio qui encore une fois ajoute des mimes à sa collection, là, des mèmes à sa collection. Aujourd'hui, quand on pense à DiCaprio, je pense qu'assez rapidement, Wolf of Wall Street entre dans la conversation. Clairement. Donc ouais, c'est un. Je vais pas dire un monument, mais c'est une étape charnière dans sa carrière. Ah oui, en plus, c'est ce qui a cimenté et solidifié sa relation avec Scorsese. Ce film-là, c'est un peu la quintessence, c'est vraiment le cinéma de Scorsese qui est de retour à New York. À fond. C'est du Scorsese à mort, c'est les affranchis version finance. Exactement. Avec de la drogue. Ouais, Wolf of Wall Street, forcément, 4ème position, on est d'accord tous les deux. Tout à fait. Honnêtement, j'aurais pu. Un moment c'était en 2, un moment c'était en 3. 2, 3, 4 pour moi, c'est vraiment interchangeable. Il y a quelques rôles qui sont vraiment. Mais ouais, bien d'accord. Et bah, du coup, je te relaisse la parole pour la 3ème position. Pour la 3ème position, je pense qu'on va pas être d'accord. Enfin, je pense que tu veux. De toute façon, honnêtement, DiCaprio, top 5, c'est comme Pacino, tu peux faire un top 10 peinard. J'ai mis Les Infiltrés en 3. Ok. Encore une collaboration avec Scorsese. J'y ai pensé, ok. Les Infiltrés, ouais. Avec Matt Damon, Mark Wahlberg, Jack Nicholson. Énormissime dans le film. Ouais. Jack Nicholson qui sort de sa pré-retraite et DiCaprio qui rappelle son pote Mark Wahlberg pour retourner un peu avec. Potentiellement le plus grand rôle de Mark Wahlberg d'ailleurs. Ou l'un de ses meilleurs rôles. Il a eu une nomination aux Oscars, Mark Wahlberg. Le mec vole les scènes quoi. Il y a quand même des Infiltrés. Attends, je vais te laisser en parler, excuse-moi. Mais donc du coup, tu as quand même sorti en 2006. Tu as Jack Nicholson qui sort de la retraite, tu as Wahlberg qui arrive, DiCaprio on l'a dit, Matt Damon, Alec Baldwin, Vera Farmiga qu'on découvre un peu dans ce film-là. Donc il y a un casting 5 étoiles et dans un grand film, dans l'un des plus grands films de Scorsese. Ouais. Première adaptation. Parce que c'est un remake de Infernal Affairs. Oui. Donc, film hongkongais. Alors que Scorsese aime bien tourner ses propres histoires. Donc là, il a pris un film hongkongais qu'il a adapté aux États-Unis. C'est un jeu de miroir entre une taupe dans la police de Boston et un flic infiltré dans la mafia de Boston. Ouais. Et il joue au chat et à la souris pour essayer de trouver qui est la taupe et qui est la taupe d'un côté et de l'autre. Donc oui, la police essaye de choper Costello et pour essayer de faire ça, envoie DiCaprio en infiltration chez la mafia. Ouais. Et de l'autre côté, Costello, qui est pané de la dernière pluie, envoie Matt Damon dans la police. Exactement. Donc il y a effectivement un jeu de miroir, il y a des scènes de grande tension. Martin Scorsese qui tourne à Boston pour changer. Il a fait 2 entorses. C'est pas à New York et c'est pas un film original. C'est vrai. Honnêtement, alors grand fan de cinéma hongkongais aussi. Tony Leung dans la version originale et Andy Lau qui sont potentiellement les 2 plus grosses mégastars du cinéma hongkongais. Ouais, clairement. Ouais. Honnêtement, je trouve que Les Infiltrés est un meilleur film. Oui. Infernal Affairs, alors, ils ont le mérite de l'histoire, mais Infiltré est un meilleur film. DiCaprio dans le film. Il est incroyable parce que donc il joue ce flic infiltré dans la mafia. Donc non seulement il doit passer son quotidien avec des criminels et qui commence lui-même à
à voir la ligne entre la justice et le crime qui est en train de se flouter de plus en plus. Ça l'atteint mentalement. La descente dans les enfers d'un flic qui est en train de sentir qu'il est en train de devenir un criminel qui ne pourra pas revenir de l'autre côté après. L'un de mes films préférés de Scorsese. Genre, moi, je le mets en top 5 de Scorsese sans aucun problème. Ouais. C'est la première fois où je regarde un film où je dis j'ai envie d'aller à Boston. Ça m'a donné envie d'aller à Boston, en fait. Ouais. La façon dont moi pas trop perso, mais... mais bon. Ouais, Les Infiltrés, écoute, j'y ai pensé. Alors, spoiler, c'est pas dans mon top. Oh. En fait, je l'ai revu récemment. Je pensais vraiment que c'était dans mon top. Tu vois, j'aurais pu le mettre en top 2 dans ma mémoire. Ouais. Je l'ai revu. C'est quand même un peu du DiCaprio dans le texte. Il est un peu quasiment en mode... Alors, on dit ça genre, pas génial. C'est quand même l'un des meilleurs acteurs au monde qui nous sort une excellente performance. Mais du coup, je trouve que le film est fort au niveau du jeu d'acteur par l'ensemble. Tu vois, je trouve que Jack Nicholson est excellent, mais il en fait un peu trop parfois. DiCaprio est un peu en mode autopilote. Limite, les plus mémorables là-dedans, je trouve que c'est Wahlberg et Matt Damon. Matt Damon qui joue tellement un connard. Ah ouais, Matt Damon. Il a la tête de premier de la classe, là, avec son sourire, t'as envie de lui foutre des... En même temps, il joue un méchant, donc ça aide pas. Mais DiCaprio, du coup, je trouve qu'il est excellent, oui. Mais ça manque de force, et par rapport à ce qu'il a fait ailleurs, je trouve que c'est un peu... C'est top 10, c'est une excellente prestation, mais c'est pas la plus mémorable pour moi. Je comprends, avec le casting, etc. C'est un truc d'ensemble pour moi. Exactement, c'est un film, on va pas aller jusqu'à dire que c'est un film choral, mais c'est un film où tous les personnages sont extrêmement forts. Et oui, je comprends que tu l'aies mis. Excellent film, excellente prestation. Voilà, il n'est pas dans mon top, mais je suis... Ok. Alors, t'as mis quoi en 3, toi ? Moi, en 3, j'ai mis, et je suis quasi certain que tu vas pas la mettre, c'est J. Edgar. Ah oui, je l'ai pas mis. Ouais. Que je pensais pas mettre. Donc, J. Edgar, sorti en 2011, film de Clint Eastwood. DiCaprio joue le personnage du titre, J. Edgar Hoover, donc patron de la CIA pendant... FBI. Autant pour moi. Patron du FBI, bien joué, pendant une quarantaine d'années en gros. Donc le film nous montre... C'est un biopic qui est pour le coup monté de façon assez maligne parce qu'il y a des allers-retours entre... Hoover, donc J. Edgar Hoover vieux, J. Edgar Hoover jeune, et donc c'est un film qui nous montre son ascension à la tête du bureau, de bureau comme ils disent dans le film, donc le FBI, mais qui nous montre aussi, qui ouvre aussi quand même beaucoup les portes de sa vie privée. Donc, le gars était, ce que l'on se doute, c'est qu'il était homosexuel, qu'il était gay, mais forcément à une époque où être gay, être homo, ça passe pas trop. Particulièrement quand tu es dans un poste de pouvoir. Exactement. Particulièrement quand tu es un poste de directeur du FBI dans les années 20 à, en gros, fin des années 60, sous fond de lutte contre le communisme, de macartisme, de les USA qui se transforment post-Deuxième Guerre mondiale en surpuissance puritaine, quasi, quand on voit les manœuvres du FBI quasi diaboliques par moment. Donc c'est un personnage, un rôle qui est très trouble, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Parce que DiCaprio joue clairement pas un gentil, quel que soit du bord politique où on est. Enfin, je veux dire, le gars te montre qu'il manipule les faits, il manipule sa propre communication pour parler du FBI. Il fait son taf. En vrai, parce que c'est ce que l'FBI lui demande de faire. C'est la raison de faire du bureau aussi. C'est lui qui change le FBI pour devenir un endroit où le gars a une mainmise totale, en mode quasi tyrannique. Genre, vraiment, il vire quelqu'un parce qu'il n'aime pas sa moustache, tu vois. Oui, exactement. Vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est un tyran. C'est que le gars va espionner, le gars va manipuler les faits, le gars va créer des fichiers de renseignement sur tous les Américains, en voulant cacher sa vie privée. Exactement. Donc c'est tout l'intérêt du film, c'est de montrer la dualité entre un mec qui finalement veut tout savoir des autres parce qu'il veut pas qu'on sache rien de lui, en fait. Rien de lui, c'est ça. Et donc alors je sais pas si je peux dire conjoint, pas vraiment, parce que rien ne se passe dans le film au niveau physique. C'est une relation qui est sous-jacente, qui est, comment dire... Son intérêt romantique. En pointillé, voilà, l'intérêt romantique du film qui est joué par Armie Hammer. Oui. À l'époque où il faisait des films. Parce que depuis, compliqué. Armie Hammer qui joue donc l'associé directeur, donc le numéro 2 finalement du bureau. Et donc qui tombe amoureux de J. Edgar Hoover. Ils ont une relation platonique, on peut dire. Et donc il y a tout cet aspect du film qui est aussi intéressant. Rôle risqué, à la fois parce qu'il y a du maquillage quand il est vieux, parce qu'il dans sa gestuelle, dans son langage corporel, il est hyper juste. Je trouve que des fois tu oublies que c'est DiCaprio. Rôle quand même où il joue un mec antipathique, gay. Je veux dire, il y a des stars, je pense qu'il dirait non un genre de rôle, tu vois. C'est pas un rôle. Il y a beaucoup de risques, que ce soit le sujet, la période historique, le personnage en soi
et les implications politiques que ça peut avoir, Ouais. parce que n'oublions pas que DiCaprio est aussi très politique. Ouais. Accepter un projet comme ça, c'est s'exposer énormément. C'est Ouais. vraiment prendre des gros risques pour sa carrière. Exactement. Bon, après, le gars sortait de gros succès, et puis c'est DiCaprio, il avait fait Inception juste avant, il avait fait Shutter Island, il avait fait d'autres gros succès. Donc, mais clairement, le gars veut, et ça a été sa quête d'Oscar, ça a été sa quête de reconnaissance pendant une dizaine d'années, on l'a dit, il voulait dire, moi je peux tout jouer. Le film, alors il vaut ce qu'il vaut, c'est Clint Eastwood avec une photographie quasi délétère, hyper austère, enfin classique, voire austère. Le film est un peu trop long. Il a de grandes qualités aussi, notamment sur le discours politique de Clint Eastwood, qui est quand même un républicain affirmé, confirmé, Exactement. qui questionne clairement ce que les autorités américaines peuvent faire si on les laisse faire, dont le FBI. En gros, c'est parce que là, c'est vraiment le républicanisme américain, c'est que Clint Eastwood, même s'il est du même bord, va quand même le questionner, le challenger, va remettre en question des choses que tout le monde pensait acquises, sur le fonctionnement entre les branches du pouvoir, etc. Il dit que si on le laisse faire, ça va devenir un État policier et qu'on arrivera. Enfin, c'est la fin de la liberté d'expression qui est la première liberté que les États-Unis revendiquent. Ouais. Je ne sais pas s'il pose s'il répond à beaucoup de choses, mais il pose beaucoup de questions intéressantes. Et DiCaprio, là-dedans, sort une prestation toute en ambiguïté, en justesse, à la fois en justesse dans l'ambiguïté, à la fois physiquement, avec la voix, que dans le fond moral du personnage. Donc super intéressant. Le mec sortait encore une fois, Mensonge d'État, Body of Lies, Inception, donc il s'était bâti quand même une carrière un peu assez action star. Et là, il te sent un rôle. Il a eu d'actionnaire comme ça. Là, il te sent un rôle hyper complexe, donc super intéressant. Je pense que c'est un film qu'on oublie dans sa carrière. C'est vrai. Son film qu'il a fait avec Clint Eastwood. Le film est bon, et lui est encore meilleur. J. Edgar, sorti en 2011. Très bon choix. Je l'avais regardé au cinéma, j'avais bien aimé, mais après, dans le top, il a fait tellement de films, il faut choisir. Faut couper quoi. Ok. Ok. En numéro 2, je serais surpris qu'on soit d'accord, mais bon. En 2, j'ai mis une autre collaboration avec Scorsese, c'est The Aviator. Non. Ouais, monsieur. On est bon là, on est bon. L'une des toutes premières collaborations avec Scorsese. Encore une fois, sa biopic. Ouais. Donc Howard Hughes, mania américain, ultra riche. Réalisateur, philanthrope. Passionné d'avion, donc l'aviation qui prend un grand rôle dans le film. Exactement. Et qui ensuite, petit à petit, sombre dans la folie. C'est une histoire comme beaucoup de rôles que Caprio a fait. C'est une montée fulgurante suivie d'un cataclysme et d'une descente aux enfers. Donc l'arc, il est ultra prononcé à chaque fois dans les rôles de Caprio parce qu'il est intense des deux côtés. Et ce film-là m'a marqué plus pour la seconde partie. Parce que DiCaprio qui joue un mec super riche, super cool, machin, on l'a vu, Gatsby, machin, on l'a vu dans des rôles comme ça énormément de fois. Mais là, sur la deuxième partie, sur la façon dont il a de jouer la folie, c'était précurseur d'un certain talent qui s'est révélé plus tard. Je sais pas si la folie, en tout cas, donc il a un trouble obsessionnel compulsif. Oui. Obsédé par la propreté. Obsédé par la propreté, il vit reclus. Oui, sur la fin surtout. Sur la fin, il n'a plus de contact avec l'extérieur, il devient paranoïaque, etc. Donc il y a tout un mélange de troubles qui le saisissent. C'est quelqu'un qui a vécu trop vite, beaucoup plus vite que les autres, et qui a atteint beaucoup plus rapidement sa limite de ce qu'il pouvait encaisser, de ce qu'il pouvait vivre. Et donc là, à partir de ce moment-là, il commence un peu à se fermer petit à petit. Les tocs apparaissent en premier. Ensuite, il commence à devenir un peu paranoïaque, il vit reclus, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu ultra vite. Quelque part, c'est un peu un cousin éloigné de J. Edgar, donc une figure publique hyper importante américaine, mais avec une part, on va dire, sombre, pour simplifier. On ne dit pas que l'homosexualité c'est une part sombre, mais voilà, une part en tout cas dans l'ombre. Voilà. On peut plus parler des crimes qu'il a commis dans la partie d'ombre. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si tu as le personnage public, frasque, paillettes, accomplissement, etc. Donc le mec est passionné par l'aviation, il va créer des avions avec la Pan Am Airlines notamment, donc la Pan America Airlines. Je crois qu'il a un avion qui est quasiment un avion paquebot. Là, j'ai oublié l'Olympus, non, c'est pas ça ? Je crois que c'est l'Olympus. Et donc le film, ça parle de cinéma, ça parle d'aviation, ça parle de troubles de la personnalité, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc le rôle est hyper complexe, et c'est vrai que c'est peut-être le rôle le plus important post-Titanic, parce qu'il y avait Catch Me If You Can juste avant, Attrape-moi si tu peux,
qui était pas mal. On voyait un peu déjà les prémices de la fragilité, la part d'ombre et tout, mais je pense que c'est vraiment Aviator qui a dit ah ouais, DiCaprio, ça peut être ça. C'est là où on s'est dit ah ouais, c'est pas juste un miné, sex symbol, star, tout ça. C'est un putain d'acteur, quoi. Ah ouais, c'est un putain d'acteur. Et là, première collaboration avec Scorsese, qui du coup va devenir un peu son acteur fétiche. Attends, je me suis trompé, excuse-moi, dans la deuxième, parce qu'il a fait Gangs of New York avant ça. Ah oui, c'est vrai, mais il n'avait pas le premier rôle, c'est plus Daniel Day-Lewis qui était... c'est vrai, voilà. Je pense donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à bosser avec Scorsese, il a développé ce jeu d'acteur, enfin, il a pu, je pense pas qu'il ait développé, mais je pense qu'il a pu révéler tout ce qu'il pouvait faire en tant qu'acteur, parce que Scorsese le laissait faire, lui faisait confiance, ils ont une vraie relation de confiance entre les deux. En gros, c'est le De Niro 2.0 pour... C'est ça, c'est le nouveau Bob De Niro. DiCaprio qui a vu sa carrière décoller / commencer parce que De Niro l'avait recommandé alors j'ai oublié le réalisateur, mais pour le film Blessure secrète, c'est pas Michael Caton Jones? Ah oui. Faut les vérifier. This Boy's Life, Blessure secrète. Donc c'est De Niro qui avait choisi, qui avait dit au réalisateur, c'est ce gamin-là qu'il nous faut. Ouais. Et depuis, c'est qu'ils ont une relation assez proche. C'est grâce à De Niro qu'il mentor, a rencontré Scorsese derrière. Et c'est ça. Et donc, De Niro plus tard, qui connaissait DiCaprio, là, on a fait rencontrer Scorsese. On promet, c'est pas un top Martin Scorsese, c'est un top DiCaprio. Mais après, l'alchimie des deux, elle est tellement dingue que forcément, ça fait des films, ça fait des pépites, quoi. Bien sûr. Donc Aviator, j'ai rien de plus à dire. C'est un excellent film, excellente performance, et c'est un jalon dans sa carrière. Ah oui, clairement. Donc du coup, le premier, a priori, on est d'accord, sinon je vais péter un plomb. Ouais, c'est Shutter Island. Shutter Island, clairement. Bien joué, monsieur. Bien joué. Shutter Island. Ah la vache, on a place 4, 2 et 1, on est d'accord. Super. Pas mal. Shutter Island, et c'est honnêtement, quand on s'est dit qu'on allait faire un top DiCaprio, je me suis dit direct Shutter Island en premier. Ah ouais. Et après, j'ai cherché, tu vois. Exactement. Shutter Island, performance incroyable dans un film incroyable. Le premier, je l'avais, c'est évident, ce film-là. Je l'ai regardé au cinéma, je suis sorti, je suis re-rentré pour le voir une deuxième fois. C'est vrai que c'est un film qui se revoit. Ils l'ont quasiment fait, il le dit, je crois que Ruffalo parle de la façon dont il a joué, parce que donc il y a aussi Mark Ruffalo dans le film, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams, casting de fou encore une fois. Et donc ils ont ils ont créé le film, cette histoire, donc qu'on va raconter dans une seconde, mais pour inviter les spectateurs à le revoir pour voir tous les détails cachés. On est sur un film noir. Dont l'inspiration revendiquée est, Vertigo, Sueur froide de Hitchcock. Mais des fois, on est quasiment sur du Lynch, on est quasiment sur des choses un peu plus fantastiques comme ça. Justement, c'était extrêmement surprenant de Scorsese. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'au départ, l'histoire du film, rapidement. Donc, l'histoire du film, donc, Teddy Daniels, qui est un marshal qui débarque sur l'île pour enquêter sur la disparition d'un meurtrier, qui est normalement interné dans l'hôpital psychiatrique, qui est accompagné donc de Mark Ruffalo, qui est un peu son adjoint. Et donc ils mènent l'enquête et ça les amène à plein de découvertes assez incroyables et assez fortes dans le film, avec peut-être donc comme tu l'as dit, un film assez unique dans la carrière de Scorsese. Pour moi, c'est un film d'horreur. C'est quasiment un film d'horreur, c'est un thriller quasiment fantastique, quasiment horreur. Psychologique, ça a été tourné dans un hôpital psychiatrique, un vrai hôpital psychiatrique du Massachusetts. Et ça sent, parce qu'il y a une tension permanente. Enfin, à partir du moment où le film commence à basculer dans la partie un peu plus fantastique, quand il commence à faire des découvertes un peu macabres sur l'hôpital, sur ce qui se passe dedans, etc., il y a une sorte de tension qui commence et qui reste là pendant tout le film. Même sur les scènes les plus anodines, on s'attend à ce qu'il se passe un truc. Tout à fait. Avec donc là, DiCaprio, alors il est à la fois dans un terrain connu parce qu'il est hyper vulnérable, il est hyper vénère, t'as l'impression qu'il va péter un plomb, il est un peu dans une continuité quelque part des Infiltrés, mais c'est encore plus fort. Il a un truc sous-jacent, t'as l'impression qu'il va exploser à n'importe quelle minute. Une frustration, au bord de la folie, clairement. Les dernières 20 minutes... incroyable. C'est peut-être je sais pas comment on peut mieux jouer que ça, quoi. C'est des scènes hyper fortes dont on ne parlera pas bien sûr ici, mais si vous n'avez pas vu Shutter Island, voyez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Meilleure perf de DiCaprio, là, il y a pas photo. Après, tout peut se débattre, mais vraiment pour moi c'est sa plus forte. Et comme c'est sa plus forte dans un excellent film, l'un des meilleurs de Scorsese, tu peux pas lutter contre ça, quoi. Donc Shutter Island, il y a un truc qui est important aussi, c'est que là, c'est pas un film qui est bavard. C'est vrai. C'est sa plus belle performance pour moi, mais c'est beaucoup dans les mimiques, dans les gestuels, dans la mise en scène, dans les réactions, dans la façon dont il montre et les sentiments qu'il a, la bascule dans la folie, etc.
c'est génial. C'est un film génial et c'est un film qu'il faut voir au moins 2 fois pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, donc la meilleure performance peut-être de DiCaprio, Shutter Island, sorti début 2010, qui a reçu aucune nomination aux Oscars. Parce que Paramount, ils devaient être bourrés. Ils se sont dit, on va décaler la sortie. Il était censé sortir fin 2009, donc il aurait pu être présenté à temps pour les nominations aux Oscars. Donc je pense que ça méritait au moins pour Scorsese et DiCaprio. Oui. Hein, oui. Et finalement, pour le directeur photo aussi. Hein. Ouais, c'est costume incroyable, photo incroyable. C'est un film qui aurait fait un carnage aux Oscars. Bon, enfin, on sait pas, hein, parce que tu sais. Oui, enfin, Scorsese, DiCaprio ont mis du temps à avoir leur Oscar. Théoriquement, ils auraient eu des nominations, au moins. Il a pas eu le Golden Globe quand même, DiCaprio, pour sa performance. Dans Shutter Island, je pense qu'il a été nominé, c'est sûr. Est-ce qu'il a gagné? Il a eu plus de Golden Globe que d'Oscar. Mais il me semble qu'il l'a eu pour Shutter Island. C'est un scandale qu'il n'a pas été nommé aux Oscars pour ce film. Il aurait dû le gagner, tout simplement. Voilà, donc Shutter Island en première place pour tous les deux. Oui, d'accord. Donc voilà, la petite carrière de DiCaprio, pas trop dégueu. Alors si on fait comme d'habitude, si on mentionne un peu dans la liste des films qui auraient pu un peu gratter, Blood Diamond. Le côté accent sud-africain, le côté physique, le côté un peu aussi anti-héros, je trouve assez intéressant. The Beach, de Danny Boyle. The Beach, alors le film est moyen, un peu un peu raté, semi-raté. Par contre, c'est là qu'on commence à voir, c'est post-Titanic, c'est son premier film post-Titanic, et c'est là qu'on commence à voir DiCaprio qui pète un peu les plombs. Ouais. Il y a une séquence à peu près vers la fin du film où il limite en mode Apocalypse Now, où il pète un peu les plombs. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, Catch Me If You Can, encore une collaboration avec un très grand réalisateur, avec Spielberg. Pas mal, mais pas ouf. Autant le film que la prestation, je trouve pas. Oui, ça va. La dualité entre DiCaprio et Tom Hanks, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est le papa de l'Amérique avec le nouveau fils sans favori de l'Amérique. Il y a un peu pour remettre dans le contexte du film. Il y a un peu ça. Et qui se courent après pendant tout le film, qui sont assez cool, plutôt relax. C'est vrai. Il y a Jill Grape qui l'a un peu mis sur la carte, mais c'est pas un très bon film. C'est un film très naze qui a vieilli, mais t'es dur. C'est super naze, gars. Qui a vieilli comme du lait. Ouais, c'est un téléfilm, quoi. C'est niveau téléfilm. Sauf que là, on découvre un peu que le DiCaprio acteur, qui a un vrai rôle de composition, etc. Donc plutôt ça le met sur la carte, mais c'est pas sa plus belle performance. Ça l'a mis sur la carte. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Si on regarde pour les films plus récents, Don't Look Up, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Sur un registre un peu plus comique. Bon pétage de câble aussi, en règle. Je pense qu'il commence à avoir un pattern en fait avec DiCaprio. C'est vrai. Et aussi peut-être à mentionner Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Il est bon. Brad Pitt lui vole quand même un peu la vedette dans le film. Complètement. Même si, franchement, j'ai trouvé assez couillu DiCaprio d'accepter un rôle comme ça. Parce que il est au sommet de sa carrière, il a déjà eu son Oscar, il a fait tous ses films, etc. Et il joue un acteur qui est en train de devenir has-been. Le rôle est intéressant, mais voilà, le film quand même à mentionner parce que déjà il n'a pas fait beaucoup. C'est pas un bourreau de travail. Si, quand tu arrives à ce niveau-là, t'es un bourreau de travail, mais je veux dire, c'est pas un Stakhanov. Un film quasiment tous les ans et demi, un truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas grand-chose. Dernièrement, Pacino, il en fait 3 ou 4 par an, gars. Dans ce cas-là, DiCaprio, il en fait 20. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc c'est plus DiCaprio se situe plus dans la catégorie des Tom Cruise à en faire 1, parfois 2 par an, que dans les De Niro, Pacino, qui eux en font 3, 4. Ou plus proche de nous, un Pedro Pascal qui sort un film par semaine. Oui, non, mais lui, ça fait 2 ans qu'il est connu. Mais... Donc voilà, bref, DiCaprio, énorme carrière, c'est devenu un monument du cinéma déjà à 50 ans. Donc on espère que l'on a parlé de films que vous aussi vous appréciez dans sa carrière. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'ici, dans ce qui va sûrement être une longue vidéo, merci. Merci de nous suivre, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement. À bientôt. Ciao. Ciao.